Le soleil du matin filtrait à travers les persiennes de l'appartement exigu d'Emma Rousseau, dessinant sur son bureau des rayures d'or tremblantes. Des croquis, des tasses de café vides et des échantillons de tissu se disputaient la moindre parcelle d'espace, preuve d'une nuit encore passée à courir après des délais impossibles. Assise sur le bord de son lit, Emma observait son reflet dans le miroir. Ses yeux cernés semblaient plus sombres que d'habitude, et sa peau, d'ordinaire dorée, avait pris une teinte livide. Depuis 3 semaines, une fatigue persistante la rongeait. Ses membres étaient lourds, son souffle court, son esprit embrouillard. Elle avait d'abord accusé les nuits blanches, les clients exigeants, la malbouffe, les litres de café. Mais le jour où elle faillit s'évanouir en pleine présentation devant un client important, Emma comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Le rendez-vous à la clinique n'avait pas été facile à obtenir. Ce matin-là, elle enfila un jean, une blouse blanche et attacha ses cheveux bruns en queue de cheval. Elle glissa son vieux sac en cuir sur son épaule et prit le bus en direction du centre médical Saint-Laurent, un établissement réputé pour accueillir aussi bien les familles modestes que les riches notables de la ville. Le bâtiment, moderne mais froid, reflétait une double réalité. Au rez-de-chaussée, des files d'attente interminables, des enfants qui pleuraient, des formulaires à remplir à la hâte. Mais plus haut, derrière des portes vitrées et des ascenseurs à badge, se cachaient les ailes privées, silencieuses, réservées à ceux qui pouvaient payer. Emma remplit un formulaire, cochant mécaniquement les cases de son historique médical. Rien d'inquiétant, juste un check-up. Elle voulait simplement comprendre pourquoi elle se sentait si épuisée. Chambre 127, lança la réceptionniste sans lever les yeux. On vous appellera. Emma s'assit entre une mère allaitant son bébé et un vieil homme plongé dans son journal. Elle essayait de calmer l'anxiété qui montait en elle quand enfin une infirmière à la voix douce prononça son nom. Madame Rousseau ? Venez avec moi. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un penthouse dominant la Seine, Julien Morel ajustait sa cravate devant un miroir géant. À 36 ans, il avait bâti un empire technologique à partir de rien, un petit projet devenu un géant mondial du logiciel. Son visage apparaissait souvent dans les magazines économiques. Son nom était synonyme de réussite, d'intelligence et de froideur calculée. Mais derrière l'image parfaite, Julien menait une vie solitaire. Les réunions, les voyages, la pression permanente. Il ne se souvenait même plus de sa dernière vraie vacance. Les relations amoureuses ? Des échecs. L'amour n'avait pas sa place dans un emploi du temps réglé comme une horloge. Ce matin-là, Julien devait justement se rendre au centre médical Saint-Laurent, le même qu'Emma. Mais lui ne passerait pas par l'accueil bondé. Il avait rendez-vous dans la clinique privée du 5e étage, avec le docteur Henri Deschamps. Ce rendez-vous n'avait rien d'urgent, plutôt une précaution, un examen de routine sur sa santé reproductive. Préserver ses options, comme disait son médecin. Julien abordait cela comme une décision d'affaires. Froidement. Rationnellement. Il arriva dans une berline noire, entra par le parking souterrain et prit l'ascenseur privé. À l'étage, tout respirait le luxe, cuir, verre dépoli, musique douce, voix feutrée. Monsieur Morel ? Par ici, s'il vous plaît. Une jeune assistante au sourire professionnel le guida vers le cabinet. Le docteur Deschamps lui expliqua la procédure en termes cliniques, un prélèvement, une conservation de matériel génétique. Rien de personnel. Juste de la biologie. Julien signa les formulaires sans trop lire. Il faisait confiance à la réputation de la clinique. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Emma se laissait guider par Inès, une infirmière aux yeux rieurs cachés derrière des lunettes épaisses. « Ce n'est qu'un petit contrôle, ma chérie », dit-elle en lui prenant la tension. Quelques analyses, un peu de sang. Rien de grave. Emma hocha la tête, essayant de détendre ses épaules. Mais quand Inès quitta la pièce, une autre jeune femme entra, badge au nom de Zoé Chenot, technicienne de laboratoire. Elle paraissait épuisée, les yeux cernés, les gestes précipités. 2 collègues malades, un service débordé, un système informatique en panne, le chaos total. Dans la confusion, Zoé prit le mauvais dossier. Celui destiné à un patient du 5e étage. Emma fronça les sourcils. « Je croyais que c'était juste une prise de sang. »« Oui, oui, » répondit Zoé distraitement. « Procédure standard. » Mais ce n'était pas une prise de sang. C'était une procédure totalement différente. Emma, docile, laissa faire. Parce que la blouse blanche inspire la confiance. Parce que dans une salle stérile, on se tait, on obéit. Et pendant que Julien Morel quittait tranquillement la clinique, convaincu que tout s'était déroulé sans problème, 5 étages plus bas, une erreur. 3 semaines plus tard, la fatigue d'Emma ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle s'intensifiait. Des nausées matinales la forçaient à sauter le petit déjeuner. Les odeurs de café, autrefois indispensables à sa survie, la dégoûtaient désormais. Et la nuit, son sommeil était agité, peuplé de rêves étranges qu'elle ne comprenait pas. Ce matin d'octobre, alors qu'elle travaillait depuis son canapé, une tasse de tisane à la main, son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?
Madame Rousseau? Ici le docteur Deschamps, du centre médical Saint-Laurent. La voix grave du médecin fit immédiatement battre son cœur plus vite. Oui? Il y a un problème avec mes analyses? Un silence. Puis, pouvez-vous venir à la clinique dès que possible? C'est urgent. Emma sentit le sang quitter son visage. Est-ce grave? Je préfère en parler en personne. Elle ne se souvint pas du trajet. Le bus, les rues, les passants, tout semblait flou. Son esprit tournait en boucle, cancer, maladie rare, tumeur. Elle n'avait que 28 ans. Elle n'était pas prête à mourir. À son arrivée, le docteur Deschamps l'attendait lui-même à l'accueil. Un détail inhabituel. Il la conduisit sans un mot dans un bureau isolé, loin des autres patients. À l'intérieur, un homme en costume l'attendait déjà, un avocat. Les mains d'Emma commencèrent à trembler. « Docteur, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'assit en face d'elle, visiblement mal à l'aise. « Madame Rousseau, il y a eu une erreur lors de votre dernière visite. Une erreur très grave. » « Une erreur? Quel genre d'erreur? » « Vous avez reçu un traitement qui ne vous était pas destiné. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Une procédure d'insémination. » Le monde d'Emma s'arrêta. « Quoi? » souffla-t-elle. « Je suis profondément désolé, mais vous êtes enceinte. » Les mots rebondirent dans la pièce sans y trouver de sens. « Enceinte? Non. C'était absurde. Elle n'avait jamais. C'est impossible. Je suis venu pour une prise de sang. Je sais. Et nous assumons l'entière responsabilité. Cela ne devait jamais se produire. » Emma se leva brusquement, le cœur battant à s'en rompre. « Mais, comment? Qui ?» Le docteur échangea un regard rapide avec l'avocat. Le matériel utilisé provenait d'un autre patient. Son nom est Julien Morel. Ce nom, elle le connaissait. Tout le monde le connaissait. Le fondateur de Morel Technologies, le milliardaire qui faisait la une des magazines économiques. Un homme d'un autre monde. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. « Vous êtes en train de me dire, murmura-t-elle, la voix tremblante, que vous m'avez rendue enceinte d'un inconnu. » C'était une erreur médicale sans précédent, répondit le docteur, les yeux baissés. Nous allons tout faire pour rectifier. Rectifier? Explosa-t-elle. Vous avez volé mon corps. Ma vie. Elle recula, cherchant de l'air. Tout tournait. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Nous vous proposons une compensation financière, intervint l'avocat, d'un ton mesuré. Ainsi qu'un suivi psychologique complet. Mais Emma ne l'écoutait plus. Elle attrapa son sac, chancela, et sortit en courant. Dans la rue, le vent froid lui fouetta le visage. Les larmes vinrent, brûlantes, incontrôlables. Elle s'appuya contre un mur, essayant de reprendre son souffle, son téléphone serré dans la main comme une encre. Il vibra. Un message. Un numéro inconnu encore une fois. Ici Julien Morel. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Il faut qu'on parle. Emma resta immobile, les doigts crispés sur l'écran. Son monde venait de voler en éclats. Elle, simple graphiste indépendante, se retrouvait soudain liée à un milliardaire par la pire erreur médicale imaginable. Un enfant. Un enfant qu'elle n'avait pas choisi de concevoir. Le soleil déclinait lentement, baignant la ville dans des tons d'orange et de violet. Emma leva les yeux vers le ciel, le cœur brisé. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait imaginé qu'un simple rendez-vous médical la conduirait ici. Après 20 longues minutes, elle répondit finalement au message. Où et quand? La réponse arriva presque aussitôt. Mon bureau. Demain, 14 heures. J'enverrai une voiture. Emma essuya ses larmes et eut un rire amer. Bien sûr qu'il enverrait une voiture. Bien sûr qu'il fixerait l'heure et l'endroit. C'était le genre d'homme qui contrôlait tout. Sauf que cette fois, la variable, c'était elle. Une femme brisée, humiliée, en colère. Et dans son ventre, le battement silencieux d'une vie qu'elle n'avait jamais voulu porter. Le lendemain, à 13h30 précise, une voiture noire s'arrêta devant l'immeuble modeste d'Emma, dans le 11e arrondissement de Paris. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années, descendit et ouvrit la portière avec une discrétion presque militaire. « Mademoiselle Rousseau ?» ?»« Oui, répondit-elle, la gorge sèche. Monsieur Morel vous attend. » Emma hocha la tête, serra son sac contre elle et monta dans la voiture. Elle avait passé la nuit à tourner en rond dans son petit appartement, incapable de dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la même pensée revenait, un enfant, le sien, sans son consentement. C'était à la fois irréel et terrifiant. Elle portait une robe bleu marine simple, ses cheveux tirés en chignon, son visage presque sans maquillage. Elle voulait paraître forte, même si, à l'intérieur, tout en elle tremblait. Le trajet la mena à travers le quartier de la Défense, entre les tours de verre étincelantes où le nom Morel Technologies s'étalait en lettres d'acier au sommet d'un gratte-ciel. Le chauffeur la conduisit jusqu'à un ascenseur privé. Une jeune assistante, élégante et impassible, l'attendait à l'étage. « Bonjour, je m'appelle Claire. Monsieur Morel est prêt à vous recevoir. » Sa voix était douce, presque maternelle, mais ses gestes précis, étudiés.
L'ascenseur s'ouvrit sur un bureau immense, baigné de lumière. De larges baies vitrées offraient une vue sur toute la ville, la tour Eiffel se découpant dans la brume. Des toiles abstraites couvraient les murs, et l'air sentait le cuir et le bois ciré. Et là, près de la fenêtre, Julien Morel. Il se retourna au son de la porte. La première pensée d'Emma fut que les photos ne lui rendaient pas justice. Il était grand, plus d'1,90 m, les épaules larges, la posture d'un homme habitué à être obéi. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes, et ses yeux bruns, profonds, semblaient la sonder, la juger, la comprendre, tout à la fois. « Mademoiselle Rousseau, dit-il d'une voix grave et maîtrisée. Merci d'être venue. Ai-je vraiment eu le choix ? Répondit-elle sèchement. Une ombre de surprise passa sur son visage. Puis un léger hochement de tête. Non. Vous avez raison. Il désigna un fauteuil face à lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle s'installa, droite, sur la défensive. Le silence s'étira, presque insupportable. Julien finit par soupirer. J'ai passé les dernières 24 heures à chercher comment vous parler. Mais je n'ai pas trouvé les bons mots. Il n'y en a pas, coupa-t-elle. Rien ne peut effacer ce qu'ils ont fait. Je le sais. Et je ne cherche pas à l'excuser. Ce qui s'est passé est inacceptable. Sa voix vibrait d'une sincérité que Emma ne s'attendait pas à entendre. Mais cela n'adoucissait pas la rage dans son ventre. Alors pourquoi m'avoir fait venir ? Pour m'offrir de l'argent ? Pour régler le problème comme on règle un contrat ? Julien tressaillit. Non. Pour parler. Pour comprendre. Pour prendre nos responsabilités. Elle rit sans joie. Non. Il n'y a pas de nous. Il y a moi, qui n'ai rien demandé, et vous, dont le nom s'est invité dans mon corps. Un silence. Long. Pesant. Julien se pencha légèrement vers elle, les mains croisées sur la table. C'est mon enfant, dit-il doucement. Notre enfant, biologiquement parlant. Ces mots frappèrent Emma comme une décharge électrique. Ne dites pas ça. Je ne veux pas vous choquer, mais c'est la réalité. Et je ne peux pas l'ignorer. Elle se leva brusquement et alla se poster près de la fenêtre, incapable de rester assise. De là-haut, la ville semblait paisible, ordonnée. Mais dans sa tête, tout était chaos. Je ne vous connais pas, monsieur Morel, dit-elle sans se retourner. Je ne veux pas de votre argent, ni de votre aide. Je veux juste qu'on me rende ma vie. Je ne veux pas vous acheter, répondit-il. Je veux simplement être présent. Assumez. Emma se retourna lentement, le toisant. Présent ? Vous pensez qu'on peut partager quelque chose après ça ? Vous vivez dans un monde de contrats, de chiffres, de deals. Mais ceci ? Elle posa une main sur son ventre encore plat. Ceci, c'est ma chair. Pas un projet. Julien la regarda, les yeux brillants d'émotion contenue. Je comprends. Mais, malgré tout, ce n'est pas seulement votre histoire. C'est aussi la mienne. Et celle d'un enfant qui n'a rien demandé. Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Elle aurait voulu le haïr. Mais il ne jouait pas le rôle du riche arrogant. Il semblait vraiment sincère, presque désarmé. Je ne prétends pas comprendre ce que vous vivez, ajouta-t-il. Mais je veux faire les choses bien. Vous aider. Vous protéger, si vous me le permettez. Julien sortit une enveloppe de sa veste et la posa devant elle. 2 semaines plus tard, Emma Rousseau se tenait dans le hall d'un immeuble si luxueux qu'elle en avait presque le vertige. 3 valises à ses pieds. Toute sa vie, contenue dans quelques sacs. La veille encore, elle avait hésité à tout annuler. Mais chaque fois qu'elle se souvenait de ce qu'elle portait en elle, cette vie née du chaos, une force tranquille la poussait à avancer. Pas pour Julien. Pas pour la clinique. Pour l'enfant. Le portier, en uniforme impeccable, s'inclina légèrement. « Mademoiselle Rousseau ? Monsieur Morel vous attend. » Une assistante l'accompagna jusqu'à l'ascenseur privé. Les portes se refermèrent dans un chuintement silencieux, et en quelques secondes, elle atteignit le dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, Emma resta bouche bée. Le pantouse de Julien semblait irréel. Des murs de verre, une vue à couper le souffle sur Paris, des meubles design dans des tons neutres, et ce silence presque intimidant. Julien l'attendait près du piano, vêtu simplement d'une chemise blanche. « Bienvenue, dit-il doucement. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. » Emma hocha la tête. « C'est magnifique. Et un peu terrifiant. » Un sourire discret effleura ses lèvres. « J'ai fait aménager un espace pour vous, à Lelay. Vous y serez totalement indépendante. » Lelay. Une suite complète, avec un salon, une chambre lumineuse, et même un petit atelier de design. Sur la table, un bouquet de pivoine rose, ses fleurs préférées. Comment le savait-il ? Julien s'arrêta à la porte, respectueux. Si quelque chose ne vous convient pas, dites-le-moi. Je veux que vous soyez bien ici. Je n'ai pas l'habitude d'autant de luxe, avoua-t-elle. Vous allez vous y habituer, répondit-il doucement, avant d'ajouter, mais j'espère que vous ne vous y perdrez pas. Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sous-entendus. Les jours suivants, ils établirent une routine prudente. Petit déjeuner ensemble à 8 heures, puis chacun vaquait à ses occupations.
Julien partait au siège de Morel Technologies, Emma travaillait sur ses projets graphiques dans son atelier. Le soir, ils dînaient parfois ensemble, parfois séparément. C'était une cohabitation étrange, deux étrangers liés par un secret trop grand. Mais, peu à peu, les silences se firent moins lourds. Un matin, alors qu'elle préparait du thé, Julien passa dans la cuisine, encore en chemise, sa cravate à la main. « Vous permettez » dit-il en se servant un café. « C'est votre maison, non ? » ?»« Oui, mais c'est aussi la vôtre maintenant. » Le ton était simple, sincère. Emma sentit son cœur se serrer sans comprendre pourquoi. Le temps passa. Les semaines se transformèrent en mois. Le ventre d'Emma commença à s'arrondir doucement, révélant la preuve vivante du lien entre eux. Julien s'impliquait plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Il assistait à chaque rendez-vous médical, posait des dizaines de questions, prenait des notes sur tout, alimentation, sommeil, battement du cœur du bébé. Emma observait cet homme, habitué à dominer le monde des affaires, se plier avec humilité devant un échographe. Lors de leur première échographie, tout changea. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. La docteure appliqua le gel froid sur le ventre d'Emma, et soudain, un son emplit la salle, un battement régulier, rapide, vibrant de vie. Le cœur du bébé. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Sans réfléchir, Julien prit sa main. Elle voulut la retirer, mais le contact était rassurant. Quand elle tourna la tête, il avait lui aussi les yeux humides. « C'est notre enfant », murmura-t-il, la voix tremblante. Emma ne répondit pas. Mais, pour la première fois depuis le drame, elle sentit quelque chose se fissurer dans son mur de colère. Une chaleur, une émotion pure, qu'elle n'osait pas encore nommer. Les semaines suivantes, cette complicité fragile se renforça. Julien rentrait plus tôt du travail, lui demandait comment elle se sentait. Il essayait, maladroitement parfois, de la faire rire. Elle se surprit à attendre ses retours. Un soir, alors qu'elle dessinait dans son atelier, elle sentit un mouvement dans son ventre. Un petit choc doux, presque imperceptible. Elle se figea. Julien. Il accourut, inquiet. Quoi ? Tout va bien ? Le bébé, il a bougé. Elle posa sa main sur son ventre, émue. Julien s'approcha, hésitant. Je peux ? Elle acquiesça. Ses doigts se posèrent là où elle avait senti le mouvement. Quelques secondes passèrent, puis une autre petite secousse, comme une réponse. Julien écarquilla les yeux, et un sourire d'enfant illumina son visage. Il bouge, souffla-t-il. Et dans son regard, il n'y avait plus de distance, plus de calcul. Seulement une tendresse sincère. Emma sentit son cœur se tordre. Elle avait voulu le détester. Mais à cet instant, elle comprit que c'était impossible. Le soir, seule dans son lit, elle repensa à ce moment. Au battement du cœur, au contact de sa main, à la douceur dans ses yeux. Et pour la première fois, elle cessa de penser à tout ce qu'elle avait perdu. Pour penser à ce qu'elle venait peut-être de trouver. Un début. Fragile, imprévu. Mais réel. 7 mois de grossesse. Le ventre d'Emma s'arrondissait majestueusement, symbole d'une vie qui grandissait, fragile et puissante à la fois. Julien avait transformé une pièce du Penthouse en nurserie, mur couleur crème, berceau en bois clair, un mobile de nuages et d'étoiles suspendu au-dessus. Chaque détail semblait étudié. Et pourtant, au-delà du luxe, il y avait quelque chose de sincère, presque tendre. Le soir, il s'asseyait dans le rocking chair, un livre à la main. « Tu sais qu'il ne t'entend pas encore ?» taquinait Emma en le regardant lire des contes pour enfants. « Peut-être pas, mais il m'écoute », répondait-il avec un sourire. « Et j'espère qu'il reconnaîtra ma voix quand il arrivera. » Elle riait doucement, une main sur son ventre. Sans qu'il s'en rende compte, le lien s'était tissé. Ils partageaient les repas, les rires, parfois les silences, mais plus jamais la gêne du début. Un soir, après un dîner tranquille, Emma sentit un vertige. Le monde se mit à tourner. « Julien » murmura-t-elle avant que sa vision ne se brouille. Il la rattrapa de justesse. Son visage perdit toute couleur. « Emma. Emma, regarde-moi. » Elle n'arrivait plus à répondre. Quelques minutes plus tard, il filait à toute vitesse vers l'hôpital dans la voiture de Julien. Les lumières de la ville défilaient en un flou chaotique. Il lui tenait la main, murmurant des mots qu'elle n'entendait qu'à moitié. À leur arrivée, tout s'enchaîna, examen, perfusion, tension mesurée à répétition. Le verdict tomba. Prééclampsie sévère. Une complication dangereuse pour elle et pour le bébé. Le médecin fut clair. Repos absolu. Surveillance constante. Si la tension remonte, nous pourrions devoir provoquer l'accouchement. Julien resta figé. Il avait l'habitude de contrôler les crises, de résoudre l'impossible. Mais là, il ne pouvait rien faire. Rien, sinon rester à ses côtés. Pendant 3 jours, il ne la quitta pas. Pas une minute. Il dormait sur une chaise près de son lit, se réveillant à chaque bip des machines. Il refusait de répondre aux appels du bureau, aux messages de ses associés. Un soir, alors que l'hôpital s'endormait dans un silence presque religieux, Emma le regarda, assoupie, la tête penchée contre son bras.
Des cernes creusaient ses yeux, et pourtant, même épuisé, il semblait veiller sur elle comme un gardien. Une larme glissa sur la joue d'Emma. C'était là, dans cette chambre d'hôpital, qu'elle comprit. Elle l'aimait. Pas à cause de la situation, ni de leur enfant, mais pour ce qu'il était devenu, un homme capable de tout abandonner pour la protéger. Quand elle se réveilla au petit matin, il était encore là. Elle lui prit la main. « Julien !» Il sursauta, inquiet. « Tu vas bien ? Tu veux que j'appelle quelqu'un ? » « Non. » Elle secoua la tête, un sourire faible aux lèvres. « Je veux juste te dire quelque chose. » Il fronça les sourcils, attentif. « Je t'aime. » Le silence tomba. Il la regarda comme s'il craignait d'avoir mal entendu. « Emma, tu n'as pas besoin d'eux. Ce n'est pas une obligation, coupa-t-elle doucement. C'est juste la vérité. » Julien posa sa main sur sa joue, les yeux brillants. « Mon Dieu, tu ne sais pas depuis combien de temps j'attendais de l'entendre. » Il rit nerveusement, puis laissa échapper un souffle tremblant. « Je t'aime aussi. Plus que je n'ai jamais aimé qui que ce soit. » Cette nuit-là, ils ne dormirent presque pas. Ils parlèrent, longtemps, des peurs, des espoirs, des cicatrices. Julien lui raconta son enfance, sa solitude d'homme qui avait tout sauf l'essentiel. Emma lui confia ses rêves de liberté, de créer sans contrainte, de ne jamais dépendre de personne. Et pour la première fois, leurs deux solitudes se rejoignirent. Une semaine plus tard, Emma put rentrer à la maison, à leur maison. Julien transforma le Pantouz en véritable sanctuaire. Des infirmières à domicile, un coin de repos, une chambre réaménagée pour elle. Il s'improvisait cuisinier, lui apportait des fleurs, riait de ses maladresses. Chaque geste était une déclaration muette. Un soir, alors qu'il l'aidait à se coucher, elle lui attrapa la main. « Julien ? Oui ? Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Si un jour je doute, si je m'éloigne, si la peur revient, rappelle-moi ce moment. Rappelle-moi que tu es resté. » Il l'embrassa sur le front, doucement. « Je resterai toujours. » Les jours s'étiraient, paisibles, jusqu'à ce que, soudain, un matin à l'aube, les contractions commencent. Emma se redressa, le souffle court. Julien ouvrit les yeux en sursaut. « C'est le moment ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Il arrive. » Julien sauta du lit, déjà prêt, le sac d'hôpital dans une main, le téléphone dans l'autre. « Tout va bien se passer, » murmura-t-il en l'aidant à marcher. « Je suis là, d'accord ? Je ne te quitte pas. » Et, cette fois encore, il tiendrait parole. Les rues de Paris étaient encore endormies quand la voiture filait vers l'hôpital, les gyrophares bleutés des urgences reflétant sur les vitres. Julien conduisait avec une concentration féroce, les mains crispées sur le volant. Chaque feu rouge semblait une éternité. À côté de lui, Emma respirait par saccades, les contractions devenant plus intenses. « Respire, mon amour, encore, doucement, » murmura-t-il, essayant de masquer sa panique. Elle lui lança un regard épuisé mais tendre. « Ne t'avise pas de t'évanouir avant moi. » Il éclata d'un rire nerveux, le cœur serré d'émotion. À leur arrivée, une équipe médicale les prit immédiatement en charge. Julien ne lâcha pas sa main, même lorsqu'on lui demanda de sortir le temps de la préparation. Il refusa. « Je reste avec elle, » dit-il fermement. Et le médecin, voyant la détermination dans son regard, acquiesça. Les heures passèrent dans un mélange de douleur, d'angoisse et de courage. Emma haletait, le front trempé de sueur, serrant la main de Julien si fort qu'elle aurait pu lui briser les os. « Je n'y arriverai pas, » sanglota-t-elle à bout de force. « Si, tu peux, » répondit-il, la voix brisée mais sûre. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et je suis là. Je ne bouge pas. » Quand les médecins évoquèrent une césarienne d'urgence, son cœur se glaça. Mais il resta près d'elle, vêtu d'une blouse bleue, la main sur son épaule pendant qu'on l'endormait partiellement. Le temps sembla suspendu. Puis, un cri déchira la salle. Un cri minuscule, mais plein de vie. « C'est une fille !» annonça la sage-femme. Julien sentit ses jambes fléchir. Les larmes lui montèrent aux yeux. On déposa un petit corps chaud et rougeau dans les bras d'Emma, encore étourdie. Elle la contempla, incapable de parler, les lèvres tremblantes. « Bonjour, ma petite, » souffla-t-elle. « On t'attendait. » Julien, lui, n'osait plus respirer. Quand la petite main de sa fille s'accrocha à son doigt, il sut qu'il ne serait plus jamais le même homme. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Emma, regarde, on a créé quelque chose de parfait. » Ils la baptisèrent Sophia Élise Morel. Sophia pour la mère de Julien, Élise pour la grand-mère d'Emma. Un mélange de leurs deux mondes. Les jours suivants furent flous, remplis de pleurs, de rires et de nuits sans sommeil. Julien se révéla être un père attentionné, maladroit mais plein d'amour. Il changeait les couches, préparait les biberons, marchait des heures avec Sophia contre sa poitrine pour l'endormir. Emma le regardait faire, émerveillée. Le milliardaire froid et distant d'autrefois avait disparu. À sa place, un homme vulnérable, dévoué, transformé. « Tu vas la gâter ?» plaisanta-t-elle un matin, alors qu'il berçait la petite. « C'est mon rôle, non ?
répondit-il en souriant. Mais c'est toi que je veux gâter le plus. Elle rougit, encore surprise par la douceur de ses mots. Le mariage eut lieu 6 semaines plus tard. Une cérémonie intime, dans le salon du Penthouse, entourée de quelques proches. Emma portait une robe crème, simple et élégante. Julien, un costume sombre et un regard plein de promesses. Pendant les vœux, sa voix tremblait d'émotion. Je promets de t'aimer à travers chaque épreuve, chaque joie, chaque folie. Je promets de choisir ta main, chaque jour, même quand la vie nous éprouvera. Emma, les yeux humides, répondit d'une voix ferme. Je promets de te voir non pas comme le milliardaire que le monde admire, mais comme l'homme qui m'a appris à croire de nouveau en l'amour. Et à ne plus avoir peur de ce que je ne contrôle pas. Quand le célébrant les déclara mari et femme, Sophia, endormie dans son berceau, remua doucement comme pour bénir leur union. Leur premier baiser de mariés fut interrompu par un gazouillis. Ils éclatèrent de rire. C'était la perfection imparfaite qu'ils méritaient. 1 an plus tard, la vie avait pris un rythme paisible. Emma avait relancé son atelier de design, travaillant depuis la maison. Julien, lui, avait appris à déléguer, une révolution en soi. Le soir, ils dînaient sur la terrasse, Sophia babillant dans sa chaise haute. Leur maison n'était plus un palais vide, c'était un foyer. Lors du premier anniversaire de leur fille, les rires remplissaient l'appartement. Bal colorés, gâteaux, amis, famille. Sophia, couverte de crème, tendait les bras vers eux en riant. Emma posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu te rends compte ? 1 an. 1 an depuis la pire erreur de 2 médecins, répondit-il avec un sourire attendri, et le plus beau miracle de nos vies.